Bonjour à toutes et tous, c'est un plaisir de vous retrouver ici à Nancy pour ce 81e congrès du Parti Socialiste. Et on va continuer sur cette discussion, ces réflexions sur l'histoire des socialistes et l'histoire de l'unité des socialistes, donc avec Stéphanie Rosa et Adrien Broche. Et je crois que Jean-Humain Ducange vient, à travers ce qu'il nous a raconté sur le congrès du Globe, de nous rappeler qu'il y a de nombreux débats au Parti Socialiste qui finalement sont toujours des débats éternellement recommencés. Je voulais en échanger avec vous, sachant que, bien sûr, vous n'êtes pas membre du Parti Socialiste, vous avez une vision extérieure, vous travaillez sur les idées, les valeurs qui traversent la gauche, qui depuis, pour vous, vous travaillez sur ce sujet depuis l'époque de la Révolution française et des Lumières. Adrien Broche, vous avez beaucoup travaillé en particulier sur l'histoire de la gauche sur les 50 dernières années, donc un portrait moderne de la gauche en partant de ce qui a traversé la gauche depuis 50 ans. Je crois qu'avant de s'intéresser plus spécifiquement aux socialistes, je voulais ouvrir un peu plus largement avec vous d'abord, Adrien Broche, sur l'état de l'opinion, puisque vous êtes aussi à Via Voice, sur l'état de l'opinion par rapport à cette union de la gauche. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les valeurs, les thématiques qui sont aujourd'hui dans les attentes des Français à gauche? Est-ce que ce sont des sujets qui divisent ou qui sont au contraire des facteurs d'unité à gauche? Merci beaucoup Corinne. Je suis ravi d'intervenir à cette table ronde. Alors il y a une première manière d'entrer dans ce sujet, le sujet disons des opinions plus ou moins fédératrices au sein du peuple de gauche, ce qu'on appelle les sympathisants de gauche. Une première qui est vraiment la version du sondeur, donc je suis bien placé pour en parler, qui va être, on va se baser sur des études quantitatives ou qualitatives pour identifier ce qui fédère globalement les sympathisants de gauche. Alors, l'avantage c'est que c'est très rigoureux, le désavantage c'est que c'est rarement très surprenant. En quantitatif, on a évidemment un peuple de sympathisants qui est largement porté sur les questions sociales. Donc la question évidemment de la justice sociale, de la lutte contre l'environnement, de l'emploi, c'est toujours globalement ce qui revient. Alors évidemment avec une granularité. Les sympathisants Parti Socialiste vont être sensiblement plus intéressés aussi par un certain nombre de questions régaliennes, ceux de la France Insoumise un peu moins, et par exemple typiquement l'item aujourd'hui, Gaza, la guerre à Gaza dans les préoccupations qui ont été testées par un confrère qui s'appelle Odoxa. C'est 17% de la population française qui considère que c'est un enjeu prioritaire. On monte à 58% au sein de la France Insoumise. Donc voilà pour quelques enjeux un peu quantitatifs. Qualitativement, c'est pareil. Il y a une très intéressante enquête qui est sortie dans le Nouvel Obs hier. Ils ont réuni par focus group un certain nombre de sympathisants de gauche. Vous avez là aussi des enjeux qui sont un petit peu attendus. Je dirais que l'écueil dans lequel on risque de tomber si on s'intéresse à ça et qu'on fonctionne par sondage, c'est qu'on va tout de suite, notamment dans le cadre d'une constitution doctrinale ou programmatique pour le Parti Socialiste, on va tout de suite aller voir ce qui concerne les sympathisants de gauche. En réalité, c'est un public qui est déjà affinitaire. Donc peut-être qu'il faut déplacer un petit peu le curseur et aller voir plutôt que la colonne sympathisants de gauche, la colonne employés-ouvriers. Et là, on va essayer de voir effectivement ce qui les concerne. Donc, je crois que c'est par ce premier biais-là qu'il est important de construire une offre programmatique. Ça renvoie beaucoup au débat. Alors, moi, mon livre, en réalité, il porte même pas sur les 50 dernières années, il porte sur les 15-20 dernières années à gauche. Et ça renvoie beaucoup à ce débat, vous vous en rappelez, qui avait été ouvert au début des années 2010, et en réalité, on n'est toujours pas réellement sorti de ce débat, sur le fameux rapport Terra Nova, qui proposait une coalition particulière pour le Parti Socialiste. En gros, je pense que tout le monde a la référence dans la salle, mais l'idée étant de dire le peuple ouvrier de gauche n'étant numériquement plus assez intéressant et acquis à des valeurs conservatrices, il faut, pour que le Parti Socialiste, à l'époque François Hollande n'était pas encore désigné, s'impose, fonctionner par une coalition de segments électoraux qui ont pour point commun un certain rapport au libéralisme culturel. Donc on disait il y aura les jeunes, les diplômés, les femmes, les enfants de l'immigration, etc. Donc c'était un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on fonctionnait directement par public affinitaire, tous ces gens étaient globalement sympathisants de gauche et on essayait de construire un programme à partir de là. En réalité, on a bien vu que ça a suscité un certain nombre de critiques et j'en viens directement un peu aux questions idéologiques.
il y a eu deux grandes objections, parce qu'en réalité, ce rapport, qui n'est pas juste une note qui a été, et puisqu'on s'intéresse aux idées ici très structurantes dans le débat d'idées contemporains à gauche, il y a eu deux grandes formes de critique. Il y a eu une première critique, plutôt ce que j'appelle une critique socialiste, pas forcément au nom du Parti socialiste, mais au nom de l'idée socialiste, qui a consisté à dire il faut redonner la priorité, vous savez, sur cette articulation entre le social et le sociétal. Il faut redonner la priorité au social contre les questions sociétales. Donc ça, c'était un peu la première réponse, qui est aujourd'hui portée par quelqu'un plus ou moins comme François Ruffin, qui porte un petit peu ce discours-là. Donc il faut parler de travail, il faut parler de pouvoir d'achat, il faut parler à cette France du travail, employé-ouvrier, qui s'est éloigné de la gauche. Ça, c'était la première réponse. Puis il y a eu une deuxième réponse qui était plutôt une critique de ce rapport Terra Nova au nom de la République, qui consistait à dire qu'il ne faut pas s'adresser à des identités particulières, subjectives, mais plutôt, dans une logique d'universalité, s'adresser à l'entièreté de la population française, en gros réunie sous un critère qui est le critère de l'appartenance à la citoyenneté. Donc ce débat, on n'en est pas réellement sorti, je trouve c'est très intéressant aujourd'hui à gauche. Il continue d'imprégner dans des formes différentes un certain nombre de problématiques à gauche, d'autant que, et je m'arrête là juste après, c'est cette question, ce qu'on dit parfois, et je comprends pourquoi on le dit, mais Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise sont sur une logique d'exacerbation des identités plutôt que de reconquête du vote populaire. En réalité, même dans le vote Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, il y a des classes populaires. Donc il y a un enjeu aussi sur, d'abord, qu'est-ce que sont les classes populaires, on entend France des bourgs, France des tours, Guy lui va vous dire France périphérique, Thomas Piketty et Julia Cagé vont dire classe populaire rurale, etc. Et puis après, il y a un enjeu, au-delà de ce que sont les classes populaires, de comment on s'adresse à eux. Et en réalité, le vrai problème, je crois, c'est pas de s'adresser à ces classes populaires, notamment issues des quartiers. C'est la manière dont on s'adresse à eux et essayer de le faire, non pas par la mobilisation d'affects identitaires et d'exacerbation de ces affects identitaires-là, mais par le travail ou effectivement par la citoyenneté. Mais c'est tout un programme. Alors, Stéphanie Rosa, pour peut-être réagir à ces constats et ces premières analyses d'Adrien Broche, et par rapport au travail que vous avez mené sur l'héritage des idées, des valeurs de la Révolution française et en particulier des Lumières, comment est-ce que d'après vous, ces valeurs, ces idées sont toujours bien ancrées dans la population française et dans le débat public, et comment est-ce que ça se traduit ou pas aujourd'hui dans la population ? Oui, alors je vais aller globalement dans un sens assez convergent avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que je pense que la Révolution française reste, disons, le moment fondateur de la société française contemporaine et donc des repères politiques de la France contemporaine. Et ce qui est encore, je pense, assez transversal dans la population, c'est malgré tout, et même à l'extrême droite, enfin même dans l'électorat d'extrême droite, c'est un attachement à la République, aux institutions républicaines, malgré tout. Je ne pense pas que les électeurs de Marine Le Pen soient forcément en recherche d'un renversement des valeurs des institutions de la République et de la construction d'un régime complètement différent, autoritaire, même s'ils sont en recherche d'autorité aussi, mais enfin, je pense que c'est plus compliqué que ça, et je pense que la République reste un référent commun à une majeure partie de Français quand même. Et puis, il y a cette spécificité de la gauche française dont Jean-Dumas Ducange a un peu évoqué, qui est une manière d'assumer l'héritage républicain et l'héritage révolutionnaire, on va le dire de manière rapide, mais en gros, l'humanisme des droits de l'homme, les droits de l'homme comme socle, les droits individuels universels, et de lier, disons, d'orienter cette philosophie des droits de l'homme dans le sens de l'égalité sociale, dans le sens, au fond, d'une universalité encore plus large des droits
que celles qui étaient contenues dans la déclaration de 1789 où il n'y avait pas les droits sociaux, il n'y avait pas le droit au travail, il n'y avait pas le droit à l'assistance en cas de vieillesse, en cas de maladie, etc. Et puis aussi une universalisation des droits à une époque où les droits de l'homme n'ont pas été écrits pour les femmes, n'ont pas été écrits pour les peuples des colonies, parce que la France avait déjà un peu des colonies, n'ont pas été édictés pour les esclaves. Et donc, dès le processus révolutionnaire, en fait, il y a déjà des individus, voire des mouvements politiques qui disent en fait, au fond, il faut être à la hauteur de ses propres principes, il faut approfondir et généraliser l'héritage révolutionnaire, c'est-à-dire d'abord l'héritage humaniste des droits de l'homme à toutes les catégories de population. Et donc, dans ce sens-là, on peut voir la gauche qui émerge historiquement au moment de la Révolution. Les premières formulations des projets communistes, socialistes, anarchistes, c'est la Révolution française. Donc voilà, la gauche même mondiale est née en fait du processus révolutionnaire. Et au fond, cette volonté d'approfondir la cohérence même de l'idéal révolutionnaire. Et c'est aussi à ce moment-là, parce que c'est lié, effectivement, et moi je pense qu'aujourd'hui il faut le souligner, c'est à ce moment-là aussi que naît l'idéal laïque, c'est-à-dire ces deux piliers de la laïcité que sont la liberté de conscience, donc inscrite dans les droits de l'homme, la liberté de conscience individuelle, mais en même temps la nécessité de ramener la religion dans la sphère privée, de faire prévaloir les droits politiques du citoyen sur ces différentes affiliations communautaires, religieuses, etc. Et donc de séparer les églises et l'État. Bon, je pense que cet héritage-là, il est encore présent et je pense que dans les classes populaires de notre pays, dans leur diversité, on peut encore faire fond sur cet héritage. Mais effectivement, aujourd'hui, dans les débats qui est à gauche, on voit bien qu'il y a une tentation de finalement remettre en cause, contourner un certain nombre, une partie de cet héritage et effectivement faire fond sur ce qui a été évoqué à propos de la stratégie Terra Nova, qui est en fait effectivement la stratégie des populistes aujourd'hui, de découper les classes populaires et même les catégories de population française en petits morceaux avec des aspirations différentes et puis finalement essayer de gagner sur une coalition d'intérêts hétéroclites plutôt que sur une espèce de volonté large et universelle. Et à mon avis, il y a encore dans notre pays suffisamment d'attachement à cet héritage et à ce socle pour imaginer une stratégie majoritaire sur cette base-là. Et donc vous avez justement beaucoup travaillé sur pour expliquer articuler cet héritage des Lumières sur le triptyque rationalisme, progressisme, universalisme. Est-ce que pour vous ça reste bien la clé, ces trois composantes qui vont permettre de développer et de ramener aussi les Français en général, mais pas uniquement, parce que les classes populaires, pas uniquement les classes populaires, parce que je pense que, y compris dans les classes moyennes, aujourd'hui, et même dans différentes catégories sociales en réalité, il y a parfois un dévoiement de ce que sont les valeurs fondamentales républicaines, les valeurs héritées des Lumières. Il y a des incompréhensions par rapport à ce qu'elles sont. On a aussi sur la question du rationalisme aujourd'hui, avoir un débat rationnel dans le monde dans lequel on vit, des réseaux sociaux, des fake news, etc. Là, ça concerne tout le monde. Comment est-ce que vous voyez ces trois principes-là être les clés pour nous réancrer dans les Lumières, dans le débat public? Alors, je pense évidemment que l'universalisme et le rationalisme et le progressisme, ils doivent être remis au goût du jour et actualisés. C'est-à-dire que effectivement, par exemple, commençons par le progressisme. Dans une situation où la crise écologique, elle menace l'avenir de la planète, elle menace les équilibres internes dans les différents pays et elle nous met en danger. On peut plus avoir un progressisme naïf comme l'avaient les socialistes, un certain nombre de socialistes du 19e siècle qui pensaient qu'on pouvait d'une certaine manière faire confiance au progrès des connaissances humaines et de la technique aveuglément aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter, parce que c'est une tentation aujourd'hui qu'on a dans une partie de la gauche, de rejeter le progrès en bloc et de considérer que
il faut simplement revenir en arrière ou rétropédaler. Moi, je pense que ce qui est certain, c'est que le progressisme aujourd'hui, il doit être un progressisme critique, c'est-à-dire qu'il doit être attentif au fait que, effectivement, les ressources planétaires ne sont pas illimitées, qu'un certain nombre de ressources, y compris de la recherche, etc., doivent être dirigées vers des objectifs de dépollution, de régénération des milieux naturels, etc., et pas exclusivement au service d'un accroissement permanent de la productivité dans tous les domaines, y compris dans ceux dont on n'a pas forcément besoin. Donc, moi, je reste attachée, et je pense que il faut rester attaché à un idéal progressiste, au sens où, d'abord, le progressisme, c'est pas seulement un progressisme matériel, c'est pas juste l'augmentation du bien-être matériel, c'est aussi un progressisme moral, social et politique. Donc, conquérir de nouveaux droits, améliorer, démocratiser les espaces qui ne le sont pas aujourd'hui dans la société, et notamment les lieux de travail, les réseaux sociaux. Il y a tout un tas de domaines où la démocratie n'est pas vraiment peut encore faire bien des progrès. Donc, en ce sens-là, il me semble absolument cohérent avec les idéaux de la gauche depuis ses origines de rester progressiste. Mais on ne peut pas être progressiste aujourd'hui comme on l'était au XIXe siècle, bien évidemment. Et je pense que de la même manière, l'universalisme, il doit aussi, bien sûr, être attentif à plein de choses. Il doit être attentif au fait que on a un passé, il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation, il y a encore des discriminations raciales dans notre pays. Et donc, bien évidemment, il faut prendre tout ça en compte. Il y a des discriminations d'ailleurs qui sont pas seulement raciales, il y a des discriminations contre les minorités sexuelles, des discriminations de genre, etc. Donc l'universalisme, il doit être pris au sens le plus large, mais d'une certaine manière, il l'était déjà chez certains auteurs du XVIIIe siècle, mais maintenant il faut les prendre au sérieux, je pense, et il faut prendre tout ça au sérieux. Mais il doit aussi être attentif à ce qu'il y a de commun entre les êtres humains et pas juste ce qui les divise, ce qui les différencie, ce qui les sépare. Et le particularisme, il ne s'agit pas de gommer les particularités, mais il s'agit de considérer que ce qui est désirable, c'est un socle commun de droits égaux pour tous, dans lequel seuls les spécificités culturelles peuvent coexister. Donc, le socle commun, il est prioritaire et primordial, et je pense qu'il faut, il faut garder ça à l'esprit. Parce que certains particularismes, et surtout quand ils sont politisés et instrumentalisés par des forces politiques, ça devient un obstacle au vivre ensemble, ça devient créateur de nouvelles discriminations, et donc voilà. Donc l'universalisme, il doit être aujourd'hui, conscient de tout ça et riche de tous ces débats-là. Voilà. Et puis le rationalisme, effectivement, vous en parliez. Aujourd'hui, on est menacé par effectivement une polarisation extrême des points de vue et puis une dégradation de nos facultés cérébrales par l'usage des réseaux sociaux. Maintenant, on le sait scientifiquement que ça nous rend de plus mauvais citoyens, ça nous rend moins aptes au débat, ça nous rend impulsifs et dépourvus d'empathie. Donc effectivement, il y a vraiment un enjeu pour les rationalismes de gauche d'aujourd'hui de réfléchir à comment user des réseaux sociaux et aussi comment ne pas en user ou peut-être moins en user. Oui. Adrien Boy, je voulais réagir. Non, mais simplement pour là aussi aller dans le sens de ce que disait Stéphanie Rosa et insister sur cette dernière dimension, je crois, parce que il y a eu effectivement tellement de dérives, parce que la France a aussi connu des drames dans les années 2010, qu'il a fallu réactiver cette identité républicaine. Et parfois, je crois qu'on est un petit peu allé dans le débat public dans une espèce d'incantation républicaine, parfois inefficace. C'est-à-dire que je crois qu'effectivement, dire aux jeunes de verser une larme à l'écoute d'un texte de Jean Jaurès ou de Charles Péguy, ça ne suffit pas à créer une belle citoyenneté. Et qu'il faut l'incarner, effectivement, je pense que le contrôle d'un certain nombre d'éléments, des réseaux sociaux, algorithmiques, est absolument central. Et surtout, la question sociale reste absolument centrale, parce que si on laisse les inégalités exploser, c'est la critique de Jean-Jacques Rousseau, à partir d'un certain niveau d'inégalité, la liberté n'est plus possible. Donc il faut aussi, je crois, tenir et contenir l'explosion des inégalités, qui sont de toutes sortes, évidemment sociales, territoriales, entre les femmes et les hommes, pour parvenir à faire incarner et à rendre incarné le républicanisme vers lequel parfois l'incantation me semble un peu facile.
Oui, donc en fait, ce que vous dites, c'est qu'il y a une réalité de la République universaliste qui a été portée parfois de manière un peu trop théorique, qui aujourd'hui permet le foisonnement d'autres idées, des approches plus identitaires, plus communautaristes, en réalité, dans la lutte contre les inégalités. Exactement. Et ça fait partie de ce que aujourd'hui qui sont des points de clivage parfois à gauche, et, Tout à fait. et plus largement dans la société, et pas que à gauche. Tout à fait. Et puis je pense que pour une gauche socialiste ou d'identité socialiste, c'est un enjeu justement absolument central de mettre la question sociale et de l'articuler avec la question républicaine pour justement donner corps à la République. Et je pense que c'est ce qui la différencie. Évidemment, aujourd'hui, du macronisme, puisque la République n'est évidemment pas l'apanage de la gauche. Le mot République, un certain nombre d'affects issus du républicanisme sont très mobilisés, même aujourd'hui dans la droite macronienne ou dans la droite libérale, jusque l'extrême droite. Et de se différencier évidemment et de marquer ces différences, non pas de degré mais de nature, avec des dérives sectaires évidemment qui viennent plutôt ce qu'on appelle couramment la gauche radicale et qui là me semble très profondément anti-républicaine. Parce que moi je suis très frappé aussi, s'il faut en dire un mot, puisqu'on parle des idées. Évidemment, je ne crois pas du tout qu'un certain nombre de dérives aujourd'hui qui viennent d'LFI soient des dérives, purement gauchistes ou antipatriotiques. Je crois qu'il y a un tréfonds, et quand on s'intéresse un peu à la matrice argumentative qui est développée parfois par Jean-Luc Mélenchon, on voit qu'elle est assez étrangère, même sur la question de l'antisémitisme. C'est-à-dire que les arguments mobilisés par Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas si votre camarade Jérôme Guedj est dans la salle, mais sur le conflit de loyauté, la double allégeance, c'est des matrices théoriques qui viennent plutôt de l'extrême droite plutôt que de l'extrême gauche. Je me rappelle de cette phrase Vichy, ça n'est pas la France, de Jean-Luc Mélenchon. Je me rappelle de cette réaction à l'issue de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sur la question de l'offense et croyance. Donc c'est assez intéressant de voir qu'on parle beaucoup parfois de cette perte des repères qui structurent l'échiquier politique et idéologique. La droite, évidemment, s'est emparée l'extrême droite, s'est emparée effectivement d'un certain nombre de valeurs traditionnellement affectées à gauche. Et de l'autre côté, une partie de la gauche radicale s'est mue dans une espèce d'inconscient réactionnaire, dans un certain nombre de matrices argumentatives qui me semblent très préoccupantes. Et puis juste peut-être un dernier point. Oui, il y a une valeur qui, évidemment, c'est pas forcément la première valeur à laquelle on pense quand on s'intéresse quand on essaye de décrire la gauche, mais la question de la liberté, elle est quand même absolument centrale. Je crois que c'est en sous-jacent de la question de la laïcité qui fait beaucoup parler. Je crois qu'au fond, c'est un rapport particulier à la liberté, parce que la liberté, chez vous, les socialistes, normalement, elle est sociale et elle est collective. Donc si elle est collective, précisément, elle doit tolérer un certain nombre d'interventions pour justement garantir cette bonne liberté. C'est ce qui fait que dans la sphère économique, on tolère des interventions de l'État, et c'est ce qui fait que dans la sphère sociétale, on doit aussi tolérer parfois des interdits pour conserver cette bonne liberté, effectivement de la liberté de conscience, etc. Donc je crois qu'il y a une cohérence là vraiment à tenir au Parti socialiste pour se différencier là aussi à la fois une forme de poussée nationaliste ou libérale et puis réactionnaire de la gauche radicale qui est très importante et qui peut, et c'est peut-être mon dernier point là-dessus, je suis très frappé aussi de voir que depuis un certain nombre d'années, peut-être notamment depuis 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a une forme de revival de ce qu'on appelait l'antitotalitarisme à gauche, qui était une notion un petit peu passée de mode parce que les années 90 devaient avoir consacré la fin de l'histoire, que donc l'ensemble des sociétés modernes devaient avoir accepté les principes de la démocratie libérale, que par extension, donc, la gauche, qui avait parfois eu un rapport un peu complexe à la liberté, était aussi maintenant acquise aux principes de la démocratie libérale. Et on voit bien que c'est compliqué, à la fois parce que dans le monde, le retour des autoritarismes, des impérialismes est de plus en plus fort, Trump, Bolsonaro, Orban, parce qu'on voit bien qu'à gauche, et notamment en France, la question n'est pas tellement encore réglée en termes de sympathie pour des régimes impérialistes, des souverainismes de toutes les sensibilités. Donc il y a, je crois, cette notion, alors je ne sais pas, il faudrait essayer de la contemporanéiser, peut-être anti-impérialisme, anti-totalitarisme, qu'il faut peut-être réactiver et repenser aujourd'hui à gauche, parce que ces impérialismes, encore une fois, ils sont à la fois géographiques, théoriques, et puis il y a une forme d'impérialisme aussi algorithmique ou des réseaux sociaux qui me semble très inquiétant. Juste pour vous relancer peut-être, parce que vous aviez parlé au début aussi justement du concept Terra Nova,
la question sociale aujourd'hui qui a accaparé de manière usurpée, on va dire, par l'extrême droite, et on voit ce qui se passe avec Trump aux États-Unis, où il a gagné aussi sur les questions de pouvoir d'achat, inflation, etc. Et puis on voit le résultat, parce que les politiques qu'il mène vont pas du tout dans ce sens-là. C'est aussi beaucoup ce que l'extrême droite a réussi à faire, c'est-à-dire à capter une grosse partie maintenant des classes populaires à travers la question sociale, tout en ayant une interprétation complètement anti-républicaine des valeurs, enfin en tout cas dans ce qu'ils portent, même si eux officiellement aujourd'hui ne remettent plus en cause directement la République. Je vous laisserai réagir après, mais voilà, est-ce que vous voyez aussi justement cette évolution un peu particulière dans l'électorat populaire, qui est la difficulté qu'on a aujourd'hui à gauche, qui est de redevenir crédible sur la question sociale, mais aussi de remettre à l'endroit la défense de la République dans ces classes populaires, où aujourd'hui il y a une du fait des inégalités réelles qu'ils subissent et des injustices sociales, des fractures territoriales, les souffrances sont réelles, mais la réponse du repli sur soi, la réponse de l'identitaire nationaliste, du coup, c'est quelque chose qui devient de plus en plus difficile pour la gauche à démonter. Oui, tout à fait. Alors, sur la captation, effectivement, de ce qu'on appelle l'électorat populaire par le Rassemblement national, je pense qu'il y a évidemment, et on le voit dans toutes les enquêtes d'opinion, et puis même pas dans les enquêtes d'opinion, dans les résultats électoraux, un succès extrêmement fort, notamment donc chez les ouvriers employés du Rassemblement national, qui s'explique évidemment en partie par une incarnation de cette proximité auprès de ceux qui sont les plus fragiles et qui n'ont rien. Maintenant, il n'y a pas évidemment de travail conséquent autour de la question sociale. Je pense le Rassemblement national arrive très bien à capter, à jouer sur des éléments. On parle souvent parfois d'une politisation un peu populiste, donc contre les élites, mais qui est aussi au Rassemblement national une politisation par le bas, c'est-à-dire par opposition, en jouant sur l'assistanat. La critique de l'assistanat en faisant et en jouant sur des affects des classes populaires qui voient leurs voisins en faire moins qu'eux. Et ce voisin, il se trouve que le Rassemblement national instrumentalisera ça comme ce voisin est d'origine immigrée. Donc il y a cet enjeu avec une politisation à la fois populiste par le haut en critique des élites et par le bas vis-à-vis de son voisin qui mérite moins que soi. Je pense que vous l'avez dit, l'une des clés, c'est justement la question sociale et notamment la réduction des inégalités, évidemment sociales, mais aussi territoriales. Vous le voyez dans toutes les villes moyennes dans lesquelles le Rassemblement national prospère, ça les sociologues et les géographes le documentent beaucoup mieux que moi. Vous avez un effondrement des services publics, vous avez un effritement du lien social, au sens le plus classique du terme, que ce soit des clubs de sport, un bureau de poste, un tabac ou un bistrot. Donc ça, c'est un enjeu absolument central. Maintenant, la question, c'est de la crédibilité d'une gauche socialiste sur ces questions-là. Oui, je voudrais rebondir là-dessus, mais est-ce qu'il y a tout ce qui a été dit avec lequel je suis très d'accord. Il y a vraiment l'enjeu d'avoir que les gens aient l'impression de ne pas être abandonnés par la République au sens des services publics, etc. Mais quand même, il ne faut pas éluder quelque chose avec laquelle à gauche on a du mal, qui est la question identitaire. C'est-à-dire qu'il faut bien reconnaître que, parce qu'en fait on n'a pas une extrême droite, on en a deux aujourd'hui en France. On a d'un côté l'extrême droite, le Rassemblement national, l'extrême droite blanche, avec la mise en avant d'une identité française au sens blanche, voire chrétienne, etc. Et puis d'un autre côté, il y a les islamistes, qui sont l'extrême droite musulmane et qui, à leur manière, agitent aussi une identité spécifique, donc l'identité religieuse, ethnico-religieuse, etc. Et en fait, ces deux extrêmes droites, elles s'alimentent l'une l'autre. C'est-à-dire qu'à chaque provocation des islamistes, ça renforce l'extrême droite blanche, et à chaque discours de Marine Le Pen, ça va renforcer le refuge des musulmans dans les bras des militants islamistes du quartier. Donc il y a cette tenaille-là qui nous oblige, à mon avis, à réfléchir à... bien sûr, il faut prendre à bras-le-corps la question sociale, mais il faut aussi prendre à bras-le-corps la question identitaire, en se demandant quelle identité française progressiste et collective, positive en fait, on peut mettre en avant
Et c'est là que la notion de République, il faut la mettre au centre, mais en lui donnant un contenu qui soit désirable en fait. C'est-à-dire qu'il faut que les gens qui soient d'un côté comme de l'autre, et c'est des classes populaires dans les deux cas. La France insoumise, en fait, elle capitalise sur l'identitarisme musulman en large partie, et le RN capitalise sur l'identitarisme blanc, et on s'en sort pas en fait. Et ce qu'il faut faire, c'est desserrer cet étau, et ça n'est possible, mais c'est très compliqué à mettre en œuvre concrètement, mais de mettre en place une identité progressiste française, multicolore et multiethnique, etc., mais du commun entre les gens qui bien sûr passe par une amélioration de la condition matérielle des gens, mais à mon avis qui passe pas que par ça, qui passe par l'imaginaire, qui passe par le symbolique, qui passe par la construction de quelque chose auquel les gens puissent se rattacher, parce que c'est ce qu'on dit souvent quand même, mais l'homme ne vit pas que de pain, et c'est particulièrement vrai, et je trouve qu'aujourd'hui on a cet enjeu-là identitaire, et il ne faut pas avoir peur d'aller sur le terrain identitaire, mais à notre manière, quoi. Oui, moi je suis déjà convaincue, mais je crois qu'effectivement ça fait partie du travail qu'on a à faire à gauche, et en particulier chez les socialistes, parce que ça fait partie des sujets aussi, et ça fait partie des débats de ce congrès, sur quoi est-ce que... sur quelle base est-ce qu'on peut faire des unions à gauche? Est-ce qu'il y a des lignes rouges qui sont inacceptables? Et la manière dont on traite la question identitaire et la question communautaire est au cœur, je crois, des clivages, parce que sur la réalité et que sur les autres sujets en général, on arrive à se retrouver, même s'il peut y avoir encore des différences d'approche sur l'écologie, il y a encore des résistances un peu productivistes aussi, y compris au sein de notre parti, mais voilà, mais la question identitaire, effectivement, c'est au cœur de tout ça. Est-ce que, justement, par rapport à cette question de l'identité, je crois c'est une réalité qui est que la question sociale, les injustices sociales, la désespérance sociale, elle fait émerger d'autres problématiques qui existent déjà, et que traiter la question sociale permet de les remettre en arrière-plan, mais pas de les faire disparaître, et que dès que les choses vont mal, économiquement et socialement, ça ressurgit. C'est ce qu'on voit. Et donc, il y a une question finalement qu'on n'a pas résolue, c'est l'échec de la gauche, et en particulier l'échec des socialistes, finalement, qui ont été le plus au pouvoir au cours, depuis la fin du XXe siècle, aussi, d'avoir pas réussi vraiment à tenir cette promesse de l'égalité républicaine, et sur les questions économiques et sociales, et aussi sur un universalisme incarné, en fait. C'est le... Puis c'est aussi, enfin si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Non, mais c'est aussi, c'est-à-dire que on est universaliste, et du coup on est, on est ouvert sur le monde, on est ouvert sur l'Europe, on est conscient que aujourd'hui, l'identité, elle se construit aussi à l'échelle européenne, et on est menacé, comme le disait Adrien, par des impérialistes qui nous obligent à nous défendre aussi en tant qu'Européens. Donc c'est important de bâtir à ce niveau-là des institutions, etc. Mais vraiment, il y a aussi un travail, et ça renvoie, c'est une question qu'on se pose déjà au siècle des Lumières. Rousseau, il se demande comment faire pour construire une république aussi, voilà, avec des fêtes civiques. Alors lui, il se pose même la question d'une religion civique auquel adhéreraient les citoyens. Alors évidemment, nous, on ne va pas mettre en place une religion civique, mais il y a vraiment un travail à faire au niveau des symboles de la République qu'on souhaite. À l'époque où l'Union soviétique était encore présente, le Parti communiste, il avait cette identité symbolique très forte, avec des symboles, des fêtes, un peu des rituels, une culture aussi, un contenu avec des pères fondateurs, des textes, etc. Aujourd'hui, on est en panne de ça. Il y a un manque de contenu, culturel en fait. Et je pense que c'est aussi là-dessus. C'est pas facile, mais je pense qu'il faut aussi travailler là-dessus pour que les gens n'aient pas le sentiment que on est juste des gens qui voulons un peu plus d'égalité sociale, ce qui est bien, mais que sur tous les sujets, comme vous dites, qui sont présents, la question de l'identité, qui on est collectivement, on n'est pas de réponse en fait. Mais vous pensez pas qu'on a aussi c'est un sujet pour la gauche, mais c'est un sujet d'autant plus compliqué à cranter à gauche et à développer et à imposer dans le débat public, qu'en plus on a une fuite en avant à droite. Parce qu'aujourd'hui vous parliez
des deux extrêmes droites dans le pays qui se répondent, mais quand on a Bruno Retailleau avec son obsession du voile et de l'Algérie, on a aussi ce problème-là qui est aussi, même la droite aujourd'hui est de moins en moins républicaine, donc il n'y a plus que la gauche aujourd'hui pour défendre la République. Oui, alors c'est très particulier parce que la droite est de moins en moins, républicaine sur le fond, tout en investissant quasiment plus que jamais la grammaire républicaine. Bruno Retailleau, qui est un homme de notoriété publique, fervent catholique, n'a que le mot lutte contre les communautarismes, citoyenneté, même laïcité en réalité, à la bouche. Donc il y a un déplacement, mais c'est très intéressant de le voir, un déplacement total des valeurs. On le voit même à gauche, où la position un peu, j'allais dire, traditionnelle, qu'on dit parfois républicaine, de séparation un petit peu stricte, est en fait plutôt affiliée à la droite du parti socialiste ou de la gauche, et la position souple plutôt à la gauche radicale, qui est plutôt une gauche normalement d'inspiration marxiste, qui n'est pas une gauche forcément très accommodante vis-à-vis des religions, même pas d'ailleurs forcément par adhésion à la laïcité, mais ne serait-ce que par athéisme, quoi. Donc c'est très compliqué dans un paysage où les repères sont à ce point-là bousculés de bien comprendre et de bien poser les bases. Et puis peut-être juste un mot sur la question, effectivement, la question qu'on appelle identitaire, etc. Moi, effectivement, je crois qu'il y a la question du récit national qui est absolument centrale, et qu'il est nécessaire pour ne pas tomber dans les écueils, j'allais dire nationalistes, de corréler, de lier effectivement d'abord à la question sociale et puis à la question des droits de l'homme aussi. Je pense que c'est ce qui permet, puisque quand on est dans une logique d'universalité, le piège, on en parlait un peu tout à l'heure, de cette espèce de républicanisme désincarné, c'est parfois justement de le déconnecter aussi à la fois des enjeux des questions sociales et puis des droits de l'homme. Et donc là, on tombe dans une espèce de républicanisme à l'échelle nationale qui, je crois, n'a plus grand-chose non plus à voir avec le projet et l'idée républicaine en tant que telle. Donc il faut arriver effectivement à être, d'abord, je crois, très convaincu sur un certain nombre de dispositifs théoriques, socialiste et républicain, et l'articuler, et plus que jamais, avec la question des droits, on dit aujourd'hui des droits humains, à l'échelle internationale. Oui, mais juste pour dire un mot, mais je pense qu'il ne faut pas laisser à la droite, par exemple, vous parliez tout à l'heure de Retailleau et l'Algérie, quand le gouvernement algérien il vient persécuter les opposants algériens sur notre sol, mais c'est aussi à nous, la gauche, de dire non, les opposants algériens, les droits de l'homme. Donc nous, on est la République, on les défend et personne n'a à venir sur notre sol persécuter ses opposants politiques, quoi. Donc je pense que moi j'ai l'impression qu'on est un peu frileux, c'est-à-dire que quand la droite dit un truc, on ne veut pas dire la même chose. Mais en fait, il ne faut pas avoir peur. Si c'est juste de le reprendre à son propre compte, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe ? Finalement, c'est la droite qui finalement incarne des choses que nous devrions incarner, et effectivement que la droite devienne le parangon de laïcité, mais c'est un renversement historique hallucinant, puis c'est grave pour nous en fait, parce qu'il faut qu'on incarne tout ça aussi, pas de la même manière, mais il faut qu'on l'incarne quand même. Oui, parce qu'en fait, on a quand même un problème. Déjà, la droite, effectivement, la laïcité, ça a quand même depuis longtemps une géométrie variable chez eux, et en réalité, c'est la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de débats à gauche sur la laïcité. Peut-être on peut faire s'arrêter un petit moment là-dessus, parce que je crois que ça fait partie aussi du nœud de beaucoup de problèmes, parce que c'est à la fois une question de liberté, à la fois une question de fraternité, la laïcité, et parce qu'en plus on est empêtré dans des débats à gauche. Alors, chez les socialistes, quand il y a des débats, ce sont des faux débats. Je crois qu'en réalité, on est assez d'accord sur ce qu'est la laïcité chez les socialistes, même si certains parfois essaient d'en faire des sujets de polémique entre nous. Mais je crois qu'à gauche, c'est un sujet qui est compliqué aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, la droite redéfinit une laïcité qui a de moins en moins à voir avec ce qu'est vraiment la laïcité. Parce que quand on voit là, il y a eu tout le débat du voile dans le sport, par exemple, il n'y a pas très longtemps. Mais là, il y a vous n'avez probablement pas vu, mais Valérie Boyer, sénatrice LR, vient de déposer une proposition de loi. Elle va probablement être mise à l'ordre du jour parce que c'est clairement une idée de Bruno Retailleau. Donc elle viendra sûrement à l'agenda parlementaire bientôt pour interdire le port tout signe religieux dans l'accoutrement dans l'espace public chez les mineurs. Clairement, ça vise le voile
chez les adolescentes. Je pense qu'ils ne s'aperçoivent pas à quel point ça va toucher toutes les religions, parce que comme ils sont monomaniaques sur l'islam, mais on voit bien là que c'est une déformation complète de ce qu'est la laïcité. Après, on peut combattre le voile pour des raisons féministes, mais c'est le port du voile pour des raisons féministes, mais c'est pas ça qui est le principe de laïcité. Donc on voit quand même qu'on a quand même un sujet où la gauche a du mal à affirmer aujourd'hui, rappeler aujourd'hui, à revenir aux sources de ce qu'est la laïcité et de l'expliquer dans la manière dont elle doit s'appliquer dans le monde actuel, et le fait que la droite en profite pour redéfinir complètement la laïcité dans un sens qui est parfois contraire à son intention d'origine. Non, mais peut-être, effectivement, je vous rejoins totalement sur ce constat. C'est ce qu'on appelle parfois, je crois que c'est Jean-Yves Franchère qui appelle ça la catho-laïcité. Une espèce ils sont plusieurs, mais de redéfinition de la laïcité à géométrie variable, en gros, pour le dire dans les mots du débat public. C'est-à-dire qu'on n'applique pas le même niveau d'exigence et en fait tout simplement les mêmes principes selon les religions concernées, ce qui me semble absolument incompatible avec un projet universaliste. Ou alors il faut l'assumer vraiment jusqu'au bout. Et si on veut une laïcité à géométrie variable, c'est-à-dire vouloir interdire le voile dans l'espace public et non pas des signes, disons, de la culture judéo-chrétienne, il faut plaider pour un modèle communautariste en France. Et donc j'appelle Valérie Boyer ou un certain nombre d'autres personnalités à plaider pour un régime communautariste en France si on veut aller au bout de cette logique. Donc effectivement, c'est un enjeu qu'il faut prendre très au sérieux. Et de l'autre côté aussi, je suis toujours très frappé. Tous les 3-4 ans, il y a une interview de Nathalie Arthaud qui ressort, où un certain nombre de... Alors en général, c'est sur un plateau plutôt de la gauche activiste ou radicale, et la présentatrice ou le présentateur l'interroge sur la question du port des signes religieux. Et donc Nathalie Arthaud, lutte ouvrière, tient une position très traditionnelle qui est de dire je n'ai rien contre les signes religieux, en l'occurrence le foulard. Simplement, je suis d'obédience marxiste, donc dans un meeting lutte ouvrière, c'est incompatible avec... Et effectivement, les militants, je pense, de bonne foi, et notamment les jeunes militants, on le voit parmi les étudiants, sont un peu désœuvrés. Donc c'est aussi tout un travail de reconstruction des repères, je crois, mais pas par de la pédagogie. Je ne sais pas exactement, je ne suis pas enseignant ici, mais qu'il faut remener pour justement arriver à être, je crois, cohérent et fort sur les deux fronts. Ouais, moi, je dirais qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer donc les principes laïques. En réalité, c'est pas forcément contradictoire avec la laïcité d'interdire les signes religieux dans la rue. Le décret sur la liberté des cultes en 1795, donc c'est l'ancêtre de la laïcité, c'est une laïcité hard où la soutane est interdite dans les rues. Les affiches invitant à la messe sont interdites dans la rue, donc tout est interdit dans la rue. Vraiment, la religion, c'est vraiment dans le sein des lieux de culte et seulement là. Bon, mais c'est plutôt une question de bon sens, c'est-à-dire que, en fait, non, on va pas, pour des raisons simplement de paix civile, on va pas appliquer cette version hard qui, de toute façon, à laquelle ils ont fini par renoncer, le législateur a fini par renoncer parce que c'était trop... Mais je pense que il faut distinguer ces accommodements de bon sens, etc. Et puis quand même aussi un discours qui est la lutte contre l'islamisme, qui est un poison mortel, qui est une catastrophe pour les droits des femmes, qui est vecteur d'antisémitisme, qui est vecteur d'homophobie, et voilà. Et je trouve que là, il ne faut pas laisser à la droite le monopole de cette lutte, parce qu'effectivement, la droite, elle n'a pas un projet d'émancipation, et nous, oui, quoi. Et donc nous, c'est du point de vue de l'émancipation qu'il faut tenir un discours qui est, et là aussi, il faut lever les malentendus. C'est pas parce qu'on tient un discours féministe contre le voile qu'on veut forcément interdire le voile. Et je pense que voilà, il faut tenir les deux. Il faut tenir le libéralisme des droits de l'homme d'une certaine manière, qui implique que on ne va pas interdire, on va pas faire une inflation d'interdiction qui serait liberticide, mais en même temps en gardant notre liberté de critique vis-à-vis de l'obscurantisme, parce que c'est l'ADN de la gauche aussi, quoi. Et je pense que à mon avis, la gauche, sa spécificité fondamentale, c'est ça. On n'est pas pour une inflation liberticide, mais par contre, on a notre liberté de critique anticléricale qu'on a toujours eue et qu'il ne faut pas perdre, parce que
encore une fois, si la société française elle est fracturée par les identités, on le voit bien d'ailleurs à l'heure actuelle dans le champ politique, bah, du coup la question sociale elle passe à l'arrière-plan et les droits de tous finissent par reculer, quoi. Alors, vous parlez d'obscurantisme, vous veniez de parler, Adrien Broch, des jeunes générations qui parfois ont du mal à comprendre finalement des points de vue qu'on porte comme étant une interprétation des Lumières, de l'universalisme, où eux, ils voient ça comme liberticide, justement. Est-ce qu'on a un sujet avec les jeunes générations pour essayer de réinventer pour le XXIe siècle ce qu'est l'universalisme et par rapport à un respect de ce que peut être la complexité d'une identité personnelle et sans tomber dans l'identitarisme, dans des replis, dans des essentialisations. Il y a une différence, justement le fait de pouvoir accepter la critique, de pouvoir accepter d'avoir un débat, par exemple, y compris qui critique une religion, parce que c'est la liberté d'expression, ça n'est pas nécessairement un signe de vouloir discriminer ou de porter un discours haineux ou d'exclusion contre une religion. Et donc ces limites-là aujourd'hui, ce sont des limites qui sont, et ça reboucle sur les questions de rationalisme du début, on a quand même un sujet aujourd'hui dans la jeunesse, parfois on a l'impression peut-être qu'on ne parle pas la même langue entre générations. Oui, non, mais c'est vrai que c'est un combat à part entière, et la jeunesse est un segment aussi, alors pour le coup plutôt de l'opinion, qui est très ambivalent là aussi, parce qu'ils ont, comment dire, ils se reconnaissent dans une version effectivement assez libéralisée de la liberté, et notamment de la laïcité, où effectivement toutes les interdictions, les régulations plutôt, sont très rapidement vues comme une atteinte aux droits individuels et au respect de la personne. Et en même temps, ils sont, alors j'ai plus la donnée exactement en tête, mais une bonne partie a estimé que un chef autoritaire en France serait une bonne solution pour améliorer la santé de ce pays. Donc c'est très difficile de parler de la jeunesse en entier, mais c'est certain, je ne sais pas si Stéphanie, si tu as des choses, peut-être tu es plus en contact encore avec eux, mais c'est un vivier, encore une fois, je crois que ça doit percer par malheureusement de la pédagogie, une pédagogie incarnée pour essayer de redonner des repères qui sont, je crois, sains pour la construction de la conscience des jeunes Françaises et Français. Oui, je pense que, moi je rejoins ce qui a été dit. Les jeunes, mais en fait, un des problèmes, c'est que les jeunes sont de plus en plus clivés. En fait, il y a une jeunesse nationaliste, voilà. Il y a une jeunesse dont Adrien parlait, un peu hyper libérale, mais presque libertarienne, où en gros, qui va expliquer que chacun fait ce qu'il veut. Mais ça va aller très loin. C'est des gens ça m'est déjà arrivé d'avoir des jeunes en face de moi qui on est pour juger l'excision, quoi. Donc là, ça va plus du tout, quoi. Alors, je pense que la boussole, encore une fois, c'est les droits humains. Le respect de l'intégrité des personnes, le respect des droits universels, ça doit nous guider. Et puis, moi, je pense qu'effectivement, il y a un vrai effort de pédagogie. Je suis complètement d'accord. Et je dirais que, dans mon expérience, cette pédagogie n'est pas du tout impossible. C'est-à-dire que parfois, on s'auto-censure un peu, parfois en tant que prof ou en tant que militant, dirigeant politique, on a peur de choquer la jeunesse avec un discours trop ferme ou trop. Et en fait, moi, mon expérience, c'est quand on explique les choses et que les gens voient bien qu'on n'est pas raciste, qu'on veut pas tout interdire à tout le monde, En fait, les jeunes comprennent ce qu'on leur dit.